Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais moi aussi vous interroger sur ce projet d'arrêté relatif aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWh. Vous voyez bien que le sujet est important puisque nous sommes de nombreux sénateurs à vous le poser. Un projet bien évidemment dont le caractère rétroactif inquiète les nombreuses PME qui font vivre la filière, les particuliers qui choisissent l'autoconsommation et les agriculteurs qui profitent de leurs bâtiments agricoles pour développer leur autonomie énergétique ou compléter leurs revenus. Dans mon département, les Hautes-Pyrénées, le syndicat départemental d'énergie s'inquiète des modifications annoncées qui risquent de mettre à mal les projets solaires territoriaux qu'il porte, ainsi que toute une filière économique importante pour mon département. Ces évolutions, notamment à cause de la rétroactivité prévue, même si vous le dites qu'elle n'est plus prévue, vous pourrez me le réaffirmer, pourraient en effet signifier un coup d'arrêt brutal sur de nombreux projets déjà en cours, risquer la viabilité de nombreuses entreprises et la pérennité des emplois afférents. Le photovoltaïque est une technologie mature, compétitive et l'une des solutions les plus agiles pour réussir la transition écologique. C'est aussi une filière dynamique et un écosystème économique non délocalisable pour nos territoires. Il faut impérativement la soutenir et je souhaite que vous m'informiez de l'état d'avancement de vos réflexions sur le sujet. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, donc vous interrogez là aussi le ministre Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, sur cette question du petit photovoltaïque, filière dont on sait qu'elle est essentielle pour la transition énergétique, mais aussi pour un soutien aux revenus de beaucoup d'acteurs économiques ou à l'autoconsommation des particuliers, qui est une chose qu'il nous faut encourager. Vous l'avez dit, dans votre département des Hautes-Pyrénées, un certain nombre de projets solaires locaux sont en place et on doit féliciter les acteurs pour leur engagement. Ce que nous voulons, effectivement, c'est que nous continuions de soutenir de manière efficace, équilibrée et concertée ce segment du petit photovoltaïque, c'est-à-dire en dessous de 500 kW crête. L'engouement, je vous l'ai dit, a été massif en début d'année. Un seul mois a généré la moitié des objectifs de l'année, donc il nous a fallu regarder comment nous pouvions faire les choses de manière peut-être plus équilibrée. Les ajustements, je vous l'ai dit, découleront de ce Conseil de l'énergie qui s'est tenu le 6 mars avec une vision que nous voulons pérenne et équilibrée. Je vous le redis, Madame la sénatrice, il n'est pas question que les décisions prises soient en aucun cas rétroactives. Et nous voulons évidemment poursuivre le dialogue plutôt sur l'avenir avec, je vous l'ai dit, un appel d'offres simplifié sur les volumes 100 à 500 kW crête, avec un tarif qui soit viable économiquement pour les projets. Nous avons effectivement bien entendu la situation particulière des collectivités et des projets qu'elles portent. Et je vous l'ai dit enfin, nous avons prévu de publier très prochainement la manière d'accompagner les petits projets photovoltaïques au sol. Vous le voyez, nous croyons à l'énergie solaire. Nous croyons au fait que c'est une bonne filière quand elle est bien encadrée, bien concertée. Je vous rappelle juste un élément. Le petit photovoltaïque, ça a un coût pour la collectivité par les incitations fiscales. Ça a un coût qui est souvent oublié, qui est le coût du raccordement. Et donc, il nous faut, c'est pourquoi, bien sûr, soutenir la filière solaire, mais pour des très petites installations, plutôt favoriser l'autoconsommation que de générer des coûts de raccordement qui sont parfois bien au-delà du gain pour le système énergétique ou du gain de décarbonation. Donc, c'est là qu'il faut qu'on trouve des équilibres entre les intérêts locaux et l'intérêt collectif d'un système électrique maîtrisé, qui soit rentable, économe et efficient et décarboné. Allez-y. Merci Madame la Ministre. Bon, je prends acte de l'effet rétroactif qui ne sera pas, j'espère que ça sera. Mais j'entends aussi fort bien qu'une production fragmentée coûte cher en raccordement, que si cette fragmentation peut avoir un impact sur les coûts, la rentabilité de l'électricité. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi cela n'a pas été évalué avant? De plus, les opérateurs savent déjà estimer l'intégration des projets photovoltaïques, maîtriser les coûts et préserver la sûreté des réseaux. Ils le font déjà en refusant des opérations. Si l'on souhaite tenir la trajectoire zéro carbone à 2050, il n'est plus possible de faire du stop and go. Il y a moins d'un an, l'État signait avec la filière le pacte solaire. Vos choix sont imposés sans débat et sans vote du Parlement. Ce changement de politique publique aura des conséquences graves sur l'ensemble du marché. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, 1500 communes sont dépourvues aujourd'hui d'un contrat d'assurance en France, soit parce qu'elles n'ont reçu aucune réponse à leur appel d'offres, soit à cause de tarifs élevés.
Dans mon département, la ville de Thiers, par exemple, a vu son budget dédié augmenter de près de 118%. Et le Puy-de-Dôme fait partie des 10 départements comptant un taux de sinistralité dégradé. Alors, il y a 2 rapports qui ont traité de ce sujet, bien sûr, qui est largement partagé ici dans cet hémicycle, au Sénat par le sénateur Husson, et puis celui diligenté par le gouvernement par le vice-président de l'AMF et l'ancien président de Groupama. Depuis 2023, de plus en plus de collectivités territoriales ont subi une résiliation par ailleurs de la part de leur assureur. Alors, plusieurs propositions ont été formulées pour lutter contre le phénomène potentiel de désert assurantiel, si j'ose dire. Plusieurs annonces, la saisine possible du médiateur de l'assurance, une mission de réflexion sur la création par la Caisse centrale de réassurance d'un observatoire des tarifs des assurances, souscrit par les collectivités, mais tout ceci n'est pas de nature à répondre aux inquiétudes. Je souhaiterais savoir ce qu'il en est de ces 2 rapports, chacun ayant proposé et formulé 15 à 17 propositions hyper concrètes, très concrètes. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Canel, votre question porte sur un sujet extrêmement important. Il en a été beaucoup question, effectivement, au Sénat. Et le gouvernement s'était emparé de ce sujet en confiant un rapport au maire de Vesoul, Alain Chrétien, au titre de l'AMF, accompagné d'un ancien responsable de Groupama. Avec François Rebsamen, nous sommes extrêmement attentifs à ce sujet parce que nous avons vu la situation des assurances des collectivités se dégrader considérablement, avec une augmentation des prix, mais aussi une augmentation des franchises et parfois une absence de réponse. Dans mon département, une commune est même aujourd'hui sans assurance. L'offre des assurances s'est contractée les années récentes. Et il y a des nouveaux équilibres qui se traduisent par une pression à la hausse des prix, mais il faut aussi prendre en compte l'augmentation des risques climatiques, mais aussi l'augmentation des risques en matière de cybersécurité. Toutefois, vous l'avez évoqué, cette situation n'est pas tenable. 2 rapports ont été commis, si je puis dire, et le gouvernement s'engage à proposer avec les représentants du secteur et les associations d'élus des solutions aux difficultés assurantielles rencontrées par les collectivités territoriales. Et le gouvernement annoncera dans les toutes prochaines semaines une série d'actions concrètes issues de ces travaux pour que chaque collectivité soit en capacité de recevoir une réponse. Soyez assurés de l'attention et la préoccupation de François Rebsamen sur ce sujet. Madame la sénatrice. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur le sort des otages arméniens prisonniers à Bakou. Récemment, Bakou et Yerevan ont annoncé la signature imminente d'un accord de paix censé mettre fin à 3 décennies de conflits armés. En septembre 2023, lorsque l'Azerbaïdjan a pris le contrôle du Haut-Karabakh, la guerre a fait des milliers de morts. Ce fut une attaque fulgurante, extrêmement meurtrière, et qui a poussé à l'exode la quasi-totalité de la population, soit plus de 100 000 Arméniens qui n'avaient d'autre choix que de partir ou mourir. Aujourd'hui, la communauté internationale, dont la France, se félicite de l'annonce d'un futur traité de paix. Si nous pouvons nous réjouir des efforts réalisés pour installer une paix juste et durable dans la région, à ce stade, nous savons que très peu de choses sur le contenu de cet accord. Nous imaginons que l'Arménie a dû faire beaucoup de concessions, faute d'alliés puissants. Quoi qu'il en soit, les prisonniers de guerre arméniens retenus à Bakou ne peuvent pas être les oubliés de ces négociations, comme il semble que ce soit le cas. Ils sont 23 prisonnières et prisonniers arméniens du Haut-Karabakh qui croupissent dans les geôles azerbaïdjanaises. Parmi eux, d'anciens dirigeants de l'Artsakh, des journalistes, des militants des droits humains, des hommes et des femmes enfermés sans procès équitable. Le 14 janvier dernier à Bakou, on a ouvert un simulacre de procès. Ce n'était pas une justice, c'était un théâtre de l'horreur. Nous avons vu leurs visages émaciés, leurs corps amaigris par les privations. Tous sont torturés, humiliés. Les femmes sont victimes de violences fondées sur leur genre. L'eau leur est refusée, la lumière ne s'éteint jamais dans leurs cellules. Les visites sont interdites, les soins médicaux également. Certains sont battus et d'autres vont disparaître dans l'anonymat des geôles azerbaïdjanaises. Monsieur le ministre, leurs droits sont bafoués, leur dignité abandonnée. La France va-t-elle à son tour les abandonner? Que faisons-nous pour eux? Qu'est-ce que nous faisons pour les sortir de là?
Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Mohamed Soali, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, chère Marie-Arlette Carlotti. La France suit attentivement ce qui se passe en Azerbaïdjan, les procès des Arméniens du Haut-Karabakh qui ont débuté le 17 janvier au tribunal militaire de Bakou. Et la France est prête à une attention toute particulière aux inquiétudes exprimées par les organisations de défense des droits de l'homme quant à l'équité des procès et au traitement des accusés. Nous avons rappelé à plusieurs reprises et continuons à le faire au gouvernement azerbaïdjanais ses obligations internationales en matière de respect des droits fondamentaux. En particulier, l'Azerbaïdjan doit garantir le droit de chaque individu à une procédure régulière et à un procès équitable, ainsi que celui d'assurer des conditions de détention dignes et sûres. Nous avons rappelé que les signalements de torture et de mauvais traitements doivent notamment faire l'objet d'une enquête rapide et impartiale. Les procès du tribunal militaire de Bakou touchent toutefois à la question bien plus vaste de l'instauration d'une paix durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À cet égard, la France a salué l'annonce de l'aboutissement de la négociation d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Plus rien ne s'opposant désormais à sa signature, nous avons appelé les parties à fixer sans délai une date. La normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des deux États, doit permettre au Sud-Caucase de devenir un espace de paix, d'intégration et de coopération avec les frontières ouvertes au bénéfice des populations de la région. Nous continuons à suivre cette situation de très près, Madame la sénatrice, et je sais que vous êtes extrêmement engagée dans cette situation et nous vous ferons un complément de réponse par écrit si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Pour nos compatriotes résidant à l'étranger, la reconnaissance du handicap d'un enfant puis l'attribution d'aides sociales pour obtenir un AESH relève d'un véritable parcours du combattant. Cette situation résulte notamment du fait que les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, sont des guichets uniques qui recueillent toutes les demandes venant de France et du reste du monde. Si les Français vivant à l'étranger peuvent choisir n'importe quel MDPH pour instruire leurs demandes, celle de Paris est la plus sollicitée. L'année dernière, elle a reçu 119 demandes contre seulement 13 pour celle du Rhône. Cette procédure est longue, complexe et mal adaptée aux spécificités des Français résidant hors de France. Pour pallier ces difficultés, je vous avais proposé la création d'une MDPH qui leur serait dédiée en concertation avec les conseillers des Français de l'étranger, dont je salue le travail et l'engagement sur ce dossier. Il semblerait cependant que cette piste ait été écartée lors de la dernière réunion de l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers de l'AEFE, faute d'un nombre de demandes jugées suffisant. Pourtant, les chiffres sont incontestables. Le nombre de bénéficiaires d'AESH est en augmentation constante ces dernières années puisqu'il est passé de 69 entre 2015 et 2026 à 474 en 2023-2024. Monsieur le ministre, la création d'une MDPH 99 ne semble pas envisagée, mais les besoins sont réels et les dysfonctionnements persistent malgré les efforts des différents groupes de travail mis en place par l'AEFE et la DFAE. Pourquoi alors ne pas implanter un guichet au sein d'une MDPH déjà existante qui centraliserait les demandes de toutes les familles et dont les personnels seraient spécifiquement formés ? Cette solution permettrait de réduire les délais de traitement, d'améliorer l'accompagnement des familles et de garantir que l'école inclusive soit accessible à tous nos enfants, où qu'ils se trouvent. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret. L'accompagnement des familles des enfants en situation de handicap constitue une priorité de l'action sociale conduite par le ministère. En 2024, ce sont ainsi 821 allocataires allocations enfants handicapés et 473 aides au financement des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui ont été versées pour un montant total de 4,1 millions d'euros.
Le ministère a par ailleurs engagé un dialogue avec la CNSA et le ministère de la Santé afin de sensibiliser les MDPH à la nécessité d'harmoniser les pratiques au sein du réseau des MDPH et d'accélérer le traitement des dossiers. Une fiche technique est en cours d'actualisation à l'attention des MDPH afin de mieux leur faire appréhender les spécificités des demandes et des procédures propres aux Français de l'étranger en situation de handicap. Pour toute urgence ou lorsque le délai d'instruction se prolonge au-delà de la moyenne, nos services, et plus spécifiquement la DFAE et les postes consulaires, saisissent la MDPH concernée en vue de l'inscription du dossier à la commission pluridisciplinaire. Pour répondre à votre question, la création d'une MDPH dédiée aux Français de l'étranger a fait l'objet d'une réflexion au sein d'un groupe de travail en lien avec la CNSA. Jusqu'ici, comme vous l'avez dit, cette réflexion n'a pas été conclusive, principalement en raison du nombre limité des allocataires en situation de handicap résidant à l'étranger au regard du nombre moyen d'allocataires gérés par une MDPH en France. S'agissant des aides au financement des AESH, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est associée aux travaux en cours avec la CNSA en vue de faciliter les procédures pour les familles à l'étranger, qu'il s'agisse de la systématisation des notifications pluriannuelles, de la mise en place d'un calendrier de dépôt et de traitement par les MDPH compatible avec la rentrée scolaire ou de la communication sur le parcours usager afin de mieux accompagner les familles dans leur démarche. Enfin, des facilités peuvent être mises en place en cas de difficulté de paiement par les familles en situation précaire, notamment les familles boursières à 100% via le versement de l'aide directement à l'accompagnant par l'établissement ou d'une avance permettant sa rémunération. Madame Conway. Oui, merci Monsieur le Ministre. Il est indéniable que de gros efforts sont faits, mais néanmoins les difficultés demeurent et je pense que je vous invite à considérer ma proposition et toutes celles qui vont dans le sens d'aider ces familles en difficulté. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis le début de l'année, la fermeture de plusieurs sites industriels est légion. Mon département, la Sarthe, ne fait pas exception. 1150 emplois sont menacés dans l'entreprise Valeo au plan national. En juillet 2024, l'équipementier automobile Valeo a fait savoir son intention de rechercher un repreneur pour plusieurs sites en France, dont celui de la Suze-sur-Sarthe, qui est une commune sarthoise. Cette décision concerne également les sites de Saint-Quentin-Fallavier en Isère et de la Verrière dans les Yvelines. En février dernier, la direction de Valeo a annoncé brutalement la cessation anticipée de l'activité du site sarthois pour le 25 avril prochain. 250 salariés sont concernés et attendent les conditions de leur licenciement ou de leur reclassement, sans compter les prestataires impactés par cette fermeture. Sur un bassin de vie comme celui de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, cela signifie qu'aucune famille ne sera épargnée. J'ai rencontré l'intersyndicale de l'entreprise de la Suze qui témoigne d'une situation de mépris inacceptable. L'annonce d'une potentielle fermeture s'est faite mi-juillet, à l'aube des congés, sans égard pour des salariés cumulant en moyenne 52 ans d'ancienneté. Et l'annonce de la fermeture définitive du site sarthois en février pour avril prochain démontre là encore le manque de considération vis-à-vis des salariés. Le groupe Valeo affiche des résultats financiers pour l'exercice 2024 avec une hausse notable de la marge opérationnelle et du flux de trésorerie disponible de plus 45% en 2024 par rapport à 2023. Rien ne justifie la menace que l'équipementier fait peser sur des milliers de salariés et de familles. Je veux rappeler ici que Valeo a compté parmi les bénéficiaires du CICE de 2020 à 2023. Dans le même temps, l'entreprise aidée sur fonds publics en France a délocalisé son activité dans des pays low cost. L'État français est aujourd'hui actionnaire de cette entreprise et doit protéger ses salariés. Afin de sécuriser les emplois des salariés en France, quels moyens le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour éviter que cette situation ne se reproduise? Et devant l'ampleur du nombre de suppressions d'emplois annoncées chez Valeo, que compte faire le gouvernement pour accompagner socialement les salariés? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, là aussi vous demandez à mon collègue ministre Ferracci comment nous agissons pour ce site de la Suze-sur-Sarthe qui fait partie des sites, vous l'avez dit, pour lesquels Valeo a engagé une procédure, une recherche de repreneur en juillet 2024. Bon, la situation de Valeo en France s'est dégradée considérablement ces derniers mois en raison du déficit de compétitivité et de la remise en cause de la technologie 48 volts sur laquelle Valeo avait misé.
En complément, s'ajoutent des difficultés conjoncturelles avec une baisse des volumes et une stratégie d'achat des constructeurs dans des pays à plus bas coût. Face à cette chute du chiffre d'affaires, Valeo a engagé une procédure de recherche de repreneurs sur 2 sites. Le premier a trouvé un repreneur, le second, vous l'avez dit, n'a pas pu trouver de solution à la Sarthe. Et ce sont des technologies qui sont en perte de compétitivité sur tout le marché européen. Les salariés de Valeo ont été informés en novembre de cette décision de fermeture et après 4 mois de recherche de repreneurs, s'est ouverte donc une procédure pour signer un accord de PSE avec un objectif de trouver une solution d'ici la fin du mois de mars. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement et l'ensemble de notre équipe et de nos administrations, nous sommes très attentifs à la qualité du dialogue social, au respect des exigences du Code du travail, au respect des mesures de reclassement qui seront prises. Et nous veillons en parallèle à ce que Valeo maintienne une ambition forte en France. Dans les 10 dernières années, ce sont 9 milliards qui ont été investis en R&D, 2 milliards en outils de production, et cela représente 40% de l'effort global de R&D et 15% de l'effort de l'entreprise au niveau mondial. Dans les 2 prochaines années, Valeo a l'ambition de réaliser 300 millions d'investissements et 1,7 milliard d'euros de R&D entre 2024 et 2026 en France, sur des technologies d'avenir qui sont clés, les moteurs électriques, la gestion thermique des batteries, l'IA, les logiciels embarqués. Bref, je l'ai dit à votre collègue, nous ne pouvons pas regarder la situation entreprise par entreprise sans regarder la situation de la filière et la situation européenne, d'où le fait que le plan qui a été annoncé au niveau européen la semaine dernière, en reprenant les exigences françaises, nous amène à pouvoir mieux privilégier les équipementiers locaux pour les constructeurs via des exigences désormais de préférence européenne et de contenu local. Ce sont 2 très bonnes nouvelles pour assurer, au-delà des situations particulières que nous allons suivre très précisément, un avenir à la filière et à l'industrie européenne. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la question porte sur la reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en matière de retraite. Il y a maintenant près de 2 ans, la loi du 14 avril 2023 a instauré un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant d'au moins 10 années d'engagement d'obtenir des trimestres supplémentaires, un trimestre pour les 10 premières années, et ensuite un trimestre par période de 5 années supplémentaires. Cette mesure vise à reconnaître le rôle essentiel au service de la population que représente cet engagement. Cette mesure reste toutefois suspendue à la publication de décrets d'application. Faut-il rappeler que les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 78% des effectifs en France et jouent un rôle fondamental, notamment dans les zones rurales et périurbaines, où leur engagement est primordial pour assurer le maillage territorial des secours. Leur rôle est particulièrement crucial face aux défis actuels liés aux conséquences du changement climatique, des catastrophes naturelles, des crises sanitaires. Sans eux, notre dispositif de sécurité serait fragilisé, l'efficacité des secours largement compromise. Malgré des engagements fermes pris par Madame Sabrina Agresti-Roubache en décembre dernier, ici même, ce décret relatif à la mise en œuvre de cette prestation n'a toujours pas été publié. Cette situation engendre des interrogations légitimes, notamment sur la date de publication de ce décret et la prise en compte des années de service antérieures à 2023 dans la bonification des trimestres. Cette situation menace pas seulement la reconnaissance de leur engagement, mais pourrait également freiner le recrutement des nouveaux volontaires. En effet, la perspective d'une bonification retraite constitue un levier majeur pour attirer et retenir les femmes et hommes indispensables à notre sécurité. Madame la ministre, je vous demande de bien vouloir nous préciser la date de publication de ce décret et de garantir que cette bonification des trimestres s'appliquera à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires sans distinction, qu'ils aient effectué des carrières complètes ou non, afin qu'ils bénéficient enfin de la reconnaissance qu'ils méritent. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Patrice Joly, comme vous le rappelez, eh bien 200 000 sapeurs-pompiers volontaires s'engagent au quotidien pour porter secours à nos concitoyens. Cet engagement est remis aujourd'hui en question par la possible qualification statutaire du sapeur-pompier volontaire en travailleur. Le sapeur-pompier volontaire n'en fait pas son métier, c'est un citoyen engagé, ce qu'il faut reconnaître et absolument valoriser. Et nous voulons leur rendre hommage au nom du gouvernement, que je sais partagé également par le Parlement et qui a adopté la mesure de reconnaissance que vous évoquez. Comme vous le précisez, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires
ayant accompli plus de 10 ans de service puissent bénéficier de trimestres de retraite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le décret d'application n'a pour l'heure pas été pris. Les premières écritures ne satisfaisaient pas en l'état l'esprit de la loi. Je peux vous dire que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a repris le dossier et il est favorable à ce que l'attribution de trimestres soit progressive et qu'il vienne s'ajouter à des années complètes de cotisation. La concertation sur ce sujet nécessite du temps pour ne pas aboutir à nouveau à une situation qui était insatisfaisante pour nos sapeurs-pompiers. Et c'est notamment du fait de leur insatisfaction que nous sommes amenés à retravailler ce dossier. Il y a des travaux interministériels qui ont repris et qui visent à renforcer justement ce volet. Et donc, comme vous, nous souhaitons que ces travaux aboutissent le plus rapidement possible. Je ne peux pas vous donner de date, afin de reconnaître l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires indispensables à la nation. Et vous pouvez être rassuré, monsieur le sénateur, de notre implication sur ce dossier, ministre de l'Intérieur comme ministre du Travail en charge du dossier des retraites. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la population creusoise a brutalement pris connaissance par voie de presse le 9 janvier dernier de la décision de SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine de stopper toute circulation à compter d'août 2025 sur la ligne de TER, train express régional reliant Guéret à Felletin. Cette annonce de fermeture ne fut précédée d'aucune information ou concertation préalable avec les acteurs publics et privés du département de la Creuse. Elle révèle un manque patent d'anticipation du gestionnaire et survient après d'autres décisions analogues. Je pense à la ligne Ussel-Montluçon desservant jusqu'en 2008 toute la partie est du département. La mort programmée de cette ligne de désenclavement reliant la ville-préfecture Guéret à la ville sous-préfecture Aubusson est désastreuse en matière de services à la population, de développement économique, d'attractivité territoriale, d'accès touristique, d'image, de contribution à une politique de formation professionnelle. Exemple, le lycée agricole d'Ain, le lycée des métiers du bâtiment de Felletin, la formation aux métiers d'art au sein de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Elle alimente le sentiment d'abandon déjà très vif dans nos ruralités. Elle fragilise toute une chaîne de mobilité, en l'occurrence 5 gares, l'accès à la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, principale ligne radiale du réseau ferroviaire français, l'accès à la gare de Limoges et donc à Bordeaux, capitale régionale. Les besoins en régénération de la voie sont urgents et indispensables à la sécurisation de la circulation et à la pérennisation de la ligne. Il est de la responsabilité de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la SNCF de trouver les moyens de financer sa sauvegarde. Le succès remporté par la pétition « Touche pas à ma petite ligne », recueillant près de 25 000 signatures, traduit le profond attachement des élus et de la population locale à cette desserte du territoire, confirme la nécessité de préserver le ferroviaire, mobilité la plus décarbonée et adaptée à la lutte contre le réchauffement climatique. Que comptez-vous faire concrètement, Madame la Ministre, pour assurer le maintien en service et la rénovation de cette liaison autour de dessertes suffisamment cadencées et d'une tarification attractive? Quelle garantie êtes-vous en mesure d'apporter pour mettre un terme à cette fracture ferroviaire qui éprouve mon département? Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Lozach. Votre question est une question, on sait, qui est au cœur des ruralités, notamment dans votre territoire. Et c'est la question sur le maintien, la préservation et la remise en état des petites lignes ferroviaires. Vous savez qu'en 2021, un protocole a été signé entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine qui a permis de prévoir la répartition entre les cofinanceurs des besoins de ce qu'on appelle la régénération, donc la remise en état de 1856 km de petites lignes ferroviaires. Il en ressort que la régénération de la ligne Guéret-Felletin est à la charge du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Les études conduites dans le cadre du contrat de plan État-région 2023-2027 ont permis d'identifier un besoin de travaux d'urgence entre 50 et 80 millions d'euros pour assurer la poursuite des circulations en toute sécurité. Dans ce contexte, le gouvernement et plus particulièrement Philippe Tabarot, le ministre qui vous demande de l'excuser aujourd'hui, souhaite que soient explorées toutes les solutions de mobilité envisageables pour maintenir cette liaison essentielle pour les habitants de la Creuse en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. La réflexion sur l'avenir de cette ligne a été inscrite
au deuxième plan particulier pour la Creuse, comme vous le savez, monsieur le sénateur, dont la signature ne saurait tarder conformément à la volonté du ministre François Rebsamen, les crédits annoncés étant disponibles, et le ministre François Rebsamen vous propose de le rencontrer avec, si vous le souhaitez, des élus creusois. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, au mois d'octobre dernier, le directeur de la prison de Majicavo démissionnait pour dénoncer la situation de surpopulation carcérale qui gère de plus en plus de tensions entre les détenus et le personnel pénitentiaire, éprouvée dernièrement par la mutinerie du 28 septembre 2024. Le taux d'occupation de la prison de Majicavo est de 650 détenus pour 278 places. La surpopulation carcérale est renforcée par un manque d'infrastructures judiciaires et carcérales essentielles pour la vie d'un département, donc cité judiciaire, deuxième centre pénitentiaire, centre semi-liberté. Par courrier en date du 22 octobre 2024, j'ai sollicité votre prédécesseur pour connaître l'état d'avancement de ces projets. Le 28 octobre 2024, le garde des Sceaux m'a répondu que la planification de construction des infrastructures judiciaires me serait rapidement communiquée. Je n'ai à ce jour pas de réponse. Je vous demande donc, Madame la ministre, de m'indiquer la programmation des investissements avec calendrier des infrastructures judiciaires que je viens de citer. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Saïd Omar Oili, tout d'abord, je tiens à vous exprimer mon plein soutien et celui du gouvernement, vous le savez, à nos concitoyens mahorais touchés par le passage dévastateur du cyclone et la situation encore toujours difficile, ainsi qu'au personnel du ministère de la Justice qui, sur place, assure avec courage et résilience la continuité de leur mission dans un contexte difficile. Le projet de la cité judiciaire de Mayotte doit permettre de regrouper les juridictions qui sont actuellement dispersées sur 4 sites. Un premier terrain a été identifié pour l'accueil de la future cité judiciaire à proximité du centre de Mamoudzou. Le démarrage de la phase d'étude est prévu en 2026. Dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires et la prise en charge des personnes détenues, la construction d'un second centre pénitentiaire à Mayotte a été annoncée sur la base d'un projet de construction de 400 places nouvelles de détention, annonce faite en 2022. En mars 2023, comme vous le savez, des recherches foncières ont débuté et le garde des Sceaux a demandé à ses services de se rendre sur place très prochainement pour poursuivre les échanges avec les acteurs locaux sur ces terrains et procéder aux évaluations géotechniques nécessaires permettant d'intégrer naturellement l'impact du cyclone sur les terrains visés. Cette démarche permettra de poursuivre l'avancement de ce projet. Vous évoquez également la construction d'un quartier semi-liberté au sein d'un centre pénitentiaire. S'il n'y a pas de centre de semi-liberté indépendant prévu pour le moment sur ce territoire, il est envisageable, quand la phase opérationnelle de construction du second centre pénitentiaire de Mayotte sera lancée, d'y intégrer un quartier de semi-liberté. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, Madame la ministre. Sauf que dans tous ces projets qui sont destinés sur notre territoire, nous, les élus locaux, on n'est pas au courant. Il y a eu effectivement des gens qui sont venus à Mayotte à la recherche de terrain pour la construction de ce deuxième prison. Eh bien, on a proposé presque une dizaine de terrains. Et ces dizaines de terrains, aucun terrain ne convenait je dirais, au ministère de la Justice. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on nous dise la vérité. Est-ce qu'on veut réellement faire cette deuxième prison qui est nécessaire aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de dire, qu'il y a 650 détenus en prison, alors que c'est une prison qui fait que 270 places. Et donc, tous les jours, nous avons des difficultés. Donc, les terrains, il y en a, mais il suffit tout simplement à ce qu'on nous fasse confiance et qu'on nous associe
dans la recherche de terrain et vous verrez qu'on trouvera le terrain rapidement. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur des phénomènes de distorsion de concurrence sur le marché du funéraire, notamment liés à l'offensive menée par des opérateurs qui proposent des contrats obsèques en capital ou avec des formules de financement d'obsèques à l'avance. L'on constate en effet une très forte augmentation de la souscription de ces contrats ces dernières années. Aujourd'hui, il y en a à peu près 5,3 millions, ça c'est en 2023, avec 539 000 nouveaux contrats signés en 2023 contre 467 000 en 2022, ce qui représente une hausse de près de 15%. Ces contrats qui sont encadrés strictement par la loi précisent notamment que toute prise d'intérêt à l'occasion ou en prévision des funérailles est interdite. Pourtant, il est constaté que de nombreux organismes financiers influencent les souscripteurs et les familles en deuil dans leur choix d'opérateurs funéraires en orientant vers des entreprises partenaires qu'ils rendent seuls bénéficiaires de fait du tiers payant. Ces partenaires exclusifs sont le plus fréquemment des groupes funéraires et de fait, cela exclut les petites et moyennes entreprises qui représentent pourtant 60% du marché et plus de 26 000 emplois. Par ailleurs, certains organismes retardent volontairement le versement du capital prévu lorsque l'opérateur funéraire choisi ne relève pas de la liste de leurs partenaires exclusifs. Madame la Ministre, face à ces phénomènes qui sont difficilement acceptables, quelles mesures le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour exiger le respect de l'esprit de la loi et rétablir la libre concurrence dans le marché du funéraire organisée par la loi de 1993, dite loi Jean-Pierre Sueur, mon prédécesseur ici au sein du Sénat. Tout cela afin de permettre aux familles en deuil de choisir librement leur opérateur funéraire. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Chailloux, vous me posez une question sur un sujet très important et qui concerne, je crois, tous les Français, qui est celui du financement des funérailles. Et je veux signaler que la DGCCRF a engagé une enquête nationale ciblant 1000 opérateurs funéraires sur la période 2024-2025 pour notamment vérifier le respect du nouveau modèle de devis funéraire qui s'appliquera à compter du 1er juillet 2025. Nous voyons effectivement que de plus en plus de Français font appel à des contrats d'assurance obsèques pour ne pas laisser cette charge à leur famille. Et je suis sensible au constat que vous rapportez, s'agissant des défunts ou leurs familles qui n'auraient pas le choix de leur opérateur funéraire. C'est un enjeu de pouvoir d'achat, mais c'est aussi un enjeu, j'allais dire, humain, intime, et qu'il nous faut regarder avec beaucoup de précaution. En fait, il y a deux types de contrats d'assurance obsèques, vous le savez. Soit ce sont des prestations funéraires déterminées à l'avance, soit c'est un capital qui sera versé à un bénéficiaire pour financer les obsèques. Quand c'est une prestation funéraire déterminée, la loi prévoit déjà expressément que la personne qui le souscrit peut changer à tout moment d'opérateur funéraire et peut même changer les prestations prévues. En revanche, à son décès, il n'est pas possible pour une autre personne, quelle que soit de sa famille ou pas, de modifier cela. Donc, on peut changer en amont, on ne peut pas changer après le décès. C'est donc bien la volonté du défunt et elle doit être respectée. C'est un contrat qui est minoritaire parce que c'est seulement 20% du marché. Le plus grand nombre de contrats sont en fait des contrats en capital qui, au décès de l'assuré, est un capital qui peut être versé au bénéficiaire qui avait été choisi par le souscripteur et il peut s'agir traditionnellement d'un membre de la famille qui est alors libre de choisir l'opérateur, les prestations et ainsi de faire jouer la concurrence. Il n'est pas interdit pour les assurances de formuler des suggestions, mais l'information de ce libre choix peut mériter d'être renforcée, donc je partage votre objectif. Toutefois, je relève de votre propos et de signalements qui sont remontés récemment, je pense notamment au député de la Baronne qui a les mêmes retours, que la pratique de contrat en capital dont le bénéficiaire désigné lors de la souscription sur la suggestion d'assurance est souvent lui-même le prestataire funéraire. Et dans ce cas, la famille du défunt ne peut plus choisir un autre opérateur funéraire et se voir donc imposer des prestations. Ce type de contrat me paraît soulever une difficulté sérieuse. Nous avons donc demandé au service de Bercy d'évaluer leur conformité à la loi et en fonction du résultat des travaux, nous prendrons évidemment les sanctions ou les ajustements qui s'imposent. Merci. Merci. Merci Madame la Ministre. Ce sont des précisions qui sont effectivement très utiles et nous serons extrêmement vigilants sur la suite que vous voudrez bien donner avec le gouvernement à cette question qui, vous l'avez dit, concerne de très nombreuses familles dans notre pays.